Émission politique qui reçoit ce jeudi soir l'un des artisans de l'avènement de la démocratie au Mali, Maître Mountaga Tall, brillant avocat, homme politique, président du Congrès national d'initiative démocratique CENID, plusieurs fois ministre et candidat à l'élection présidentielle. Maître Mountaga Tall, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et merci de m'avoir invité. Et merci. Avec moi pour mener ce débat, Abdourahmane Keïta, directeur des publications du journal Le Témoin, et Antoine Dambélé, directeur de Renouveau FM. Heureux de vous retrouver toujours avec le même plaisir, hein, cher ami. Bonsoir, Colsen. Maître Mountaga Tall, une question que nous avons l'habitude de poser à presque tous nos invités. Si on vous demandait qui êtes-vous, qu'allez-vous nous répondre brièvement? C'est toujours très difficile et si vous me le permettez, je vais vous dire que je ne sais pas répondre à cette question. D'accord, on comprend votre humilité. Alors, Maître Mountaga Tall, on sait que vous dirigez le CENID depuis 1990. Ouais, à l'heure actuelle, quel est l'état de santé de votre parti? Vous savez, un parti, c'est des résultats, mais avant, ce sont des missions assignées par les textes et par la réalité politique. Les résultats, c'est qu'officiellement au Mali, il y a des structures pour classer les partis, le ministère de l'administration territoriale et la direction générale aux élections, et selon ces critères, nous sommes le 5e parti sur une centaine de partis. Cela ne nous suffit pas. Nous travaillons à avoir une meilleure place, mais enfin, ce n'est pas une place déshonorante. Un parti, c'est aussi un travail politique de tous les jours, en termes de formation des militants, en termes de participation dans le débat public, mais aussi en termes de respect des rendez-vous statutaires, tels que les réunions de la direction nationale du parti, les conseils nationaux, les congrès. Je pense qu'en regardant ces différents critères, je peux dire que le CENID fait ce qu'il a à faire sur la scène politique. D'accord. En demandant toujours l'état actuel de santé de votre parti, mais quand nous regardons le CENID depuis dans les années 90, on pouvait même dire que le CENID faisait partie des plus grandes formations du Mali. C'est-à-dire, on peut même dire, j'ose dire que la première force politique du Mali. Mais nous voyons de 1990 à aujourd'hui, à travers les différentes échéances, nous voyons vraiment une dégringolade. Qu'est-ce qui explique ça, Maître Tall? À travers les différentes élections, les différents scrutins, nous sommes 5e sur 200. Celui que nous dévançait, c'était l'ADEMA qui est aujourd'hui, j'allais dire, éclaté ou éparpillé entre l'ADEMA originel, le RPM et l'URD qui sont devant nous. Vous voyez que dans votre approche, vous pouvez dire ça dégringole, mais ce n'est pas les chiffres que les résultats nous donnent élection après élection. J'entends toujours dire en 2 élections, le CENID s'est affaibli. Au lendemain des élections, j'entends dire ils ont rebondi. Entre les deux, pourquoi dit-on tout cela? Je ne sais pas. Mais de façon très claire, nous sommes aujourd'hui sur la scène politique malienne à une place qui, pour le moins, peut être considérée comme enviable. On peut avoir des chiffres? Nous sommes 5e sur 200. Voilà. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'administration territoriale et la délégation générale aux élections qui le dit. Voilà. Oui, bon, oui, moi je pense qu'il faut quitter un peu ce fétichisme de rang qui consiste à s'accommoder du fait qu'on soit 5e. Je ne m'en accommode pas. Je pense que nous pouvons et que nous devons faire mieux que cela. Okay, mais voilà. C'est le constat. Oui, d'accord. D'aujourd'hui. 5e sur 4, avec... pas sur 4, sur 200. Sur 200, 5e sur 200, avec quand même, comme il l'a dit, le confrère ici, avec des dégringolades qu'on a eu à constater dans le temps, dégringolades certainement dues aux défections, aux nombreuses défections que vous avez connues. Il y a eu d'abord la création du parrainage, il y a eu ensuite le départ de beaucoup d'autres cadres du parti, on n'en compte même pas. Il y a eu les jobs qui ne sont plus avec vous. Il y a encore, je ne sais pas qui encore. Il y a récemment, l'autre là, comment il s'appelle, le député Hadi Nyangadou, qui a causé aussi des misères au parti, qui était infidèle. Et vraiment, en réalité, l'état de santé du parti, c'est qu'en réalité, en plus des résultats
et qui vont vraiment décrescendo depuis la création du parti, il y a aussi des grandes figures qui sortent du parti, et dont c'est-à-dire le militantisme aurait pu vous apporter des résultats. Mais là n'est pas le problème, puisque c'est quelque chose quand même que vous partagez avec un grand parti comme l'ADEMA. Vous venez de le dire, l'ADEMA a éclaté à l'URD-ARPM. Mais ce qu'on constate de particulier sur les SNID, c'est un peu une sorte de refus de remise en cause de tout ça, de tout ce que vous avez connu comme péripéties. Pourquoi vous refusez de vous remettre en cause? Et contrairement à l'ADEMA où on parle souvent de reconstitution de la grande famille ADEMA, on n'entend pas parler de ce genre de dynamique vraiment qui était de votre bouche, de cette volonté de rapprocher, de rassembler tous ceux qui sont quittés. Et c'est ce que j'appelle, quelque part, refus de remise en cause. Bien. Vous avez parlé du CENID et de l'ADEMA. Vous avez raison de le faire parce que nous sommes les deux partis, je n'aurais pas dire historique, on n'est pas les premiers, mais ceux qui ont conduit la lutte pour la démocratie avant de se muer en parti politique. Vous pouvez aller au-delà. À l'époque, il y avait aussi un parti comme l'USRDA et un parti comme le RDP, qui étaient les principaux partis sur l'échiquier politique. Si je parle de l'ADEMA, parce que vous avez pris l'ADEMA, vous me laissez terminer, vous avez été très long pour votre question. Bon. La réponse sera plus brève que la question. Si vous voulez, vous pourrez répondre après. Je vais vous dire que le CENID, de tous ces partis, est celui qui a connu le moins de scissions. Le moins de scissions. L'ADEMA, c'est au moins 5 partis qui en sont issus. Le RDA, c'est au moins 5 partis qui en sont issus. Le CENID, il y a un parti qui en a été issu. Vous en avez parlé, le parrainage. Après, vous mettez à citer des noms. Mais vous citez des noms parce que vous ne pouvez pas citer des entités. Il est normal que des hommes ou des femmes viennent dans un parti ou quittent un parti en femmes et en hommes libres. C'est cela la démocratie, c'est cela la liberté. Mais lorsque vous parlez de l'état de santé d'un parti, au lieu de citer des partis qui l'ont quitté ou qui ont été constitués après, vous citez des noms. Moi, je m'en réjouis. Alors, parlez de ceux qui sont venus. Les milliers, les dizaines de milliers qui sont venus. Mais cela ne se reflète pas sur vos résultats. Mais il se trouve que pour nos résultats, je suis désolé, pour nos résultats, nous sommes 5e sur 200. Vous dites qu'il ne faut pas s'en accommoder. En termes de représentativité, nous on ne parle pas de 5e. En termes de représentativité quantifiable, vous avez combien de députés? Nous sommes 5e sur 200. Vous avez combien de députés? Vous avez combien d'élus communaux? Vous avez combien d'élus, comment on appelle, de conseillers nationaux? Ainsi de suite. C'est à cela, c'est à l'aune de ces résultats-là, de ces proportions-là que se juge le poids d'un parti. Sous cas, je parle de fétichisme du genre. On va laisser Maître Moutagata répondre à la question. Je vais être, à mon regret, de lui donner une petite leçon de politique. J'en reçois volontiers parce que je ne suis pas politique. De lui donner une petite leçon de journalisme. Ah bon, ça c'est autre chose. Vous savez, ça c'est discutable. Quand on dit des choses aussi fortes, il faut être capable de soutenir un raisonnement. Le poids politique, le rang, c'est en fonction du nombre de députés. C'est en fonction du nombre de conseillers municipaux. Voilà ce qui détermine le rang. On n'est pas premier, deuxième, troisième ou cinquième parce qu'on est beau. On l'est parce qu'on a plus de députés et de conseillers municipaux que le 6e. Alors quand vous dites, vous parlez de votre rang, mais vous dégringolez en termes de députés et de conseillers, je dis simplement, sachez, écrivez que la place est déterminée par le nombre de députés et par le nombre de conseillers municipaux. Ouais, je vais écrire aussi qu'il y a la mer à boire entre vous et le 4e.
Je vais écrire aussi qu'il y a la mer à boire entre vous et le troisième. D'accord, c'est pas un bal de ça le problème, c'est pourquoi je parle de fétichisme des rats. On essaie d'avancer. Maître Muntagata, je ne tomberai ni dans l'invective. Non, pour ceux qui sont des partis, je vous rappelle que Kajogé a créé son parti, les Yaya Aïdara sont partis, ils ont créé des partis. Vous voyez, donc arrêtez, vous aussi vous avez connu voilà, on va pas rentrer dans les détails. Que vous ne savez pas, Kajogé et Yaya Aïdara sont ensemble. Ah, voilà. On peut poursuivre. Voilà, Maître Muntagata, vous l'avez souligné tout à l'heure également, en 1990, le CENID était à l'époque une association, vous étiez le premier à lutter à visage découvert pour demander l'instauration de la démocratie, le départ de Moussa Traoré considéré comme autoritaire, dictateur. Mais aujourd'hui, quand on préparait cette émission, depuis une semaine, on a approché ceux qui vous connaissez depuis bien longtemps, on a l'impression que vous n'êtes plus le même en 1990, c'est le poids de l'âge, Maître Muntagata, tempéré par la maturité, ou est-ce la lassitude de la politique? Ils vous ont dit ce qui a changé? Sinon, oui. Moi, je vais vous dire. Allez-y. Vous savez, il y a quelque chose d'immuable en moi, de fondamentalement ancré. Je suis rentré en politique par passion pour le Mali. Je me suis engagé à un moment où j'étais très jeune. Je me suis engagé à un moment où je n'avais aucun besoin matériel et financier. Je me suis engagé par conviction, ne sachant pas si j'allais survivre à la lutte à laquelle j'ai participé. Vous avez d'ailleurs été blessé. J'ai été le premier blessé. En 90, le premier blessé. Lors d'une manifestation interdite, le 19 janvier 1990. J'ai assumé. Je suis sorti du confort d'un cabinet d'avocats prospère pour mettre mes baskets et aller dans la rue, affronter les partis uniques, simplement parce que j'avais un idéal que je conserverai jusqu'à ma mort. Qu'est-ce qui a changé? J'ai appris. J'ai appris de mes erreurs. J'ai appris d'une expérience. Et je ne peux pas me comporter aujourd'hui comme un gamin de 18 ans. Ça ne s'irait pas. L'autre changement, c'est cheveux là sont blancs aujourd'hui. Je suis grand-père. En ce temps-là, j'étais papa de jeunes enfants. Si après cela, on ne mûrit pas, on n'a pas une meilleure approche des choses, c'est qu'on n'a rien compris. J'ai une question, Maître Tall. Nous avons vu au cours votre parcours politique dans les années 96-97 avec le COPO. Vous étiez vraiment très dynamique. Et après ça, on avance encore dans les années 2002, dans le pouvoir d'Amadou Toumani Touré. Vous avez beaucoup travaillé avec lui. Donc il n'y a pas eu assez de problèmes. Mais ce que nous avons constaté, vous avez été ministre dans le premier régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et aujourd'hui, à la sortie, vraiment, la corde était très tendue. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous? Non, vous savez, le gouvernement, c'est un éternel va-et-vient. Rentrer dans un gouvernement en oubliant qu'on remplace quelqu'un et en oubliant que quelqu'un va te remplacer, c'est échouer dans ses fonctions ministérielles. Ce n'est pas un patrimoine. Vous savez, j'ai un cabinet d'avocats, j'en partirai quand je voudrais. Mais un portefeuille, un mandat, le pouvoir ou l'opposition, c'est un peu comme les saisons. Ça passe inéluctablement. Donc, faire une fixation sur le passage au gouvernement, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est mal me connaître. Non, et quand vous êtes sorti du gouvernement, il y a eu beaucoup de critiques à l'encontre du régime. Bon, je voulais savoir ces raisons, quoi. C'est ce que je vous dis, c'est ce que j'essayais de vous dire, je vais donc poursuivre. Croire que mes convictions varient avec l'appartenance ou non à un gouvernement, c'est mal me connaître. Quand le 26 mars est arrivé, le parti unique défait et la démocratie installée, la première tâche à laquelle les démocrates se sont attelés, c'était de mettre un organe suprême de gestion de la transition. Ce fut le CTSP, le comité de transition pour le salut du peuple. Rappelez-vous,
tous les chefs de mouvements politiques, d'associations, d'organisations, membres du mouvement démocratique, ont envoyé leur chef, leur président. Muntaga Tall n'y a pas été. J'étais le président du CENI d'association à l'époque. Souvenez-vous. Ensuite, pendant 25 longues années, j'ai été peut-être le seul chef politique au Mali dont le parti appelé au gouvernement n'a pas envoyé son président. Le seul. J'étais à l'Assemblée nationale, investi d'un mandat que j'ai tenu à honorer. Quand j'ai écouté le gouvernement, j'ai été rappelé pour revenir prendre place. Il y avait des divergences, j'ai décliné. C'est pour dire que le gouvernement, pour moi, est un moment de service. Et quand on a cette idée, cette conception, cette approche des choses, le langage ne varie pas en fonction que l'on soit membre du gouvernement ou pas. La preuve. La principale épreuve que ce gouvernement a connue a été celle de la révision constitutionnelle avortée. J'étais membre du gouvernement, je n'ai pas supporté ce projet de révision. Le CENI Faso Yoriwaton a fait des déclarations très claires pour s'en démarquer. Nul ne m'avait un meeting ou une réunion à cet effet. C'était la cause du divorce. La force des convictions n'a rien à voir avec les positionnements politiques, parce que moi, je crois être fondamentalement un démocrate, et si on l'est, on s'est dit qu'aujourd'hui, on est dans telle situation, demain, on est dans telle autre, surtout si on ne vit pas de la politique, ce qui n'a jamais été mon cas, même un seul jour. J'ai un job, je sais le faire et j'en vis. Non, ce que je voulais réellement mettre, qu'est-ce qui n'a pas marché, franchement? Parce que nous avons vu avec le régime d'ATT... Vous savez, si vous voulez me demander de dire dans mon ministère qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, je vous dirais, j'ai pris la précaution. Là encore, j'étais le seul à le faire jusqu'à ce jour. Après votre sortie, nous avons vu vos critiques, quoi. Je termine. Avant de voir mes critiques, j'ai fait d'abord un bilan. Quand j'ai quitté le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour aller au ministère de l'économie numérique et de la communication, porte-parole du gouvernement, j'ai fait un bilan de ce que j'ai fait au niveau du ministère de l'économie et de l'enseignement supérieur. J'ai dit aux Maliens, voyez ce que j'en fais, c'est à vous d'apprécier. Quand j'ai quitté le ministère de l'économie numérique et de la communication, j'ai fait un bilan. J'ai dit aux Maliens, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas pu faire, c'est à vous d'apprécier. Après avoir fait cela, vous me demandez d'apprécier? Non. Je ne vais pas m'auto-apprécier. Non, je vous laisse faire parce que je vous ai remis à vous, à tous vos collègues, à tous les Maliens, ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. D'accord, Abdelrahmane Keïta. Oui, vous avez tenté de décrire comment vous avez pris de la hauteur par rapport à tout, depuis le 26 mars jusque-là, par rapport aux différents gouvernements successifs, où vous avez laissé la place aux autres. Non, j'avais une autre mission que j'ai assumée. D'autres missions que vous assumez, oui, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on ne comprend pas, et c'est peut-être ce qu'on peut appeler votre constance à la tête du SNID. Ça fait quand même depuis 91, puisque le SNID a été créé en tant que parti, je pense en 91, jusqu'à présent, c'est le même président. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est toujours Maître Tall qui se trouve à la tête du SNID? Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les circonstances, qui ont concouru à ça, qui ont fait qu'il n'y a pas d'alternance? La confiance des militants. L'adhésion des militants au projet qui est le mien et à l'action collective que nous menons ensemble. Je vais vous dire une chose importante, ou peut-être même deux. Nous ne sommes jamais allés à un congrès ou à une élection sans primaire et sans discussion préalable dans nos instances. Cela n'est jamais arrivé. Deuxièmement, ce matin, la personne m'entend, je discutais avec un cadre du CENI qui me dit: Monsieur le Président, vous avez juste un grand défaut. Vous ne tapez pas dur, vous n'appliquez pas les textes pour sanctionner. Je lui ai dit: tu as raison, mais c'est très difficile pour moi. Tu sais, dans beaucoup de partis, quand les gens se battent, les cadres, il y a parfois des questions idéologiques ou autres, mais le plus souvent,
il y a ceux qui sont avec le président et ceux qui sont contre le président. J'ai dit, j'ai le bonheur, depuis 28 ans, de n'avoir pas vu un seul cadre à l'intérieur du parti contre le président. Dans ces conditions, je ne peux pas sanctionner. Je cherche simplement à raccommoder, à mettre les positions ensemble. Pourquoi d'ailleurs, en 28 ans, on n'a jamais exclu. Je termine, il faudrait que vous me laissiez terminer et que vous appreniez à me laisser parler. Ok, allez-y. Donc, en ce moment... Sauf que vous étiez le premier à m'interrompre. En ce moment, c'est difficile de prendre un certain nombre de sanctions. Maintenant, nous avons une jeunesse que nous formons. Pas seulement dans les slogans. Nous avons fait 5 élections au Mali depuis l'instauration de la démocratie. À 2 reprises, le Sénat a envoyé à l'Assemblée nationale les plus jeunes députés du Mali. Pendant 2 législatures, pendant 2 mandatures, au niveau des mairies, nous avons fait élire les plus jeunes maires du Mali. Vous savez pourquoi on fait tout cela? C'est pour passer le relais. Le relais, on ne va pas le passer dans un studio, fut-il confortable. On va le passer en préparant les jeunes au cours d'un congrès, progressivement. Mais quand on a le bonheur d'être accepté par les siens, on remercie le bon Dieu. Oui, mais entre-temps, là, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit qu'il n'y a jamais eu pratiquement de contestation autour du président. Ceux qui vous ont quitté entre-temps, ils étaient contre qui? Les Tchibli Dramé qui vous ont quitté, et les autres, les Yaya Sangaré, les Kadjogéo, ils étaient contre qui? Ça, c'est leur... Vous savez, demain, si j'ai un bâtiment, un décès chez eux, je serai le premier à être là-bas. Et la réciproque. Ça, c'est le social, là. Nous parlons du politique. Et la réciproque est absolument vraie. Je vais vous inviter à me parler, à me citer un mot, une phrase, un comportement de ceux qui ont quitté à l'encontre de Muntagatal. Parce qu'encore une fois, quand vous venez attaquer, vous vous préparez. Alors dites-moi ce qu'ils ont dit. Moi, qui va contre Muntagatal. Nous sommes dans un parti politique. Est-ce que j'ai attaqué? Je lui ai demandé nous avons sur qui, des contre divergences. Il peut y avoir des divergences politiques. Le seul que vous avez cité, c'est le parrainage. Oui, il y a une divergence. Fallait-il, oui ou non, rester au gouvernement de Alpha Oumar Konaré? Mais ça, ce n'est pas Muntagatal, désolé. Ça, c'est des choix politiques. C'est tout. Mais moi, écoutez là, il faut qu'on se comprenne. Les questions ici ne sont pas forcément des attaques. J'ai dit contre qui ils étaient. Je n'ai pas dit qu'ils étaient contre vous. Oui, mais cherchez à vous contrarier par rapport à ce que vous avez dit. On vous a posé une question, on répondait à la question sans il a répondu, voilà. Allez, Antoine. Maître Tal, moi je vais un peu sortir du Sénat. Aujourd'hui, l'état actuel du pays, je vais dire l'insécurité, je vais dire la corde tendue, même si ces derniers jours ça a été un peu détendu entre le chef de file d'opposition et le président de la République. Mais aujourd'hui, l'état actuel du pays, vous êtes avocat, vous êtes chef de parti, plusieurs fois ministre, député. Aujourd'hui, votre regard sur l'état actuel du Mali? Vous savez, un minimum d'honnêteté oblige chacun d'entre nous à dire qu'il y a des problèmes dans notre pays. De graves problèmes. Si on ne fait pas ce constat, c'est qu'on fait la politique de l'autruche. Qu'il s'agisse des Maliens, des amis du Mali, des simples observateurs, chacun sait et tout le monde dit que le Mali est dans une situation extrêmement difficile. Et de tout point de vue, vous avez évoqué la question de la sécurité tout de suite. Il y a les problèmes éducatifs qui sont extrêmement importants pour moi, pour nous tous d'ailleurs. Vous avez l'ébullition du front social, tout comportement confondu. Vous avez entendu l'autre jour les critiques fortes du président du Conseil national du patronat
malien. Il est habituel que les syndicats disent certaines choses, mais venir d'un tel côté, vous avez entendu ce que les religieux ont dit sur le Mali. Depuis une semaine, il n'y a pas un jour de classe nulle part, alors même que certaines écoles sont fermées depuis des mois, sans parler des écoles au centre du pays au nord, il y a des problèmes. La constante, nous savons, c'est le problème de la gouvernance elle-même, assez décriée. Voilà, moi, mes constats. Je ne m'en réjouis pas. Je souhaite que nous en sortions. Mais ça peut être l'objet des débats. Maître, est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous avez des pistes de sortie de ces problèmes-là aujourd'hui? Avant d'en arriver aux pistes, si vous voulez, maître, on va vous poser la question, parce qu'en réalité, je pense que vous avez tout dit sauf, c'est-à-dire, je pense, à mon avis, le plus grand problème, c'est un problème d'État que nous connaissons au Mali. Est-ce que l'État malien existe? Puisque l'administration n'est pas présente au nord, la justice n'est pas présente au nord, le pays est coupé en, on ne sait pas, en une multitude de fractions. Vous, on vient de vous présenter comme, et vous l'êtes d'ailleurs, comme un acteur du mouvement démocratique et de cette tranche de vie que le Mali connaît depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'avec tous ces problèmes que le Mali connaît, avec ce délitement de l'État, vous êtes fier d'appartenir au mouvement démocratique, puisque c'est le mouvement démocratique qui a conduit les destinées de ce pays depuis tant d'années, et aussi parce que, qui plus est, certains vous vivent au nez aujourd'hui. Et ceux qui étaient de l'autre côté quand vous vous battiez pour la démocratie aujourd'hui, parfois c'est avec délectation qu'ils disent que, voyez, la démocratie qu'on nous a promise, l'État qu'on nous a promis, c'est qu'il est devenu. Alors, je n'ai pas prononcé le mot État, mais j'ai parlé de la gouvernance comme le problème de la gouvernance qui est la constante. Donc, la gouvernance, c'est de la gouvernance d'État. Pas de la gouvernance de mon cabinet, mais la gouvernance d'État. Ah, il y a une gouvernance dans votre cabinet aussi? Oui. Il y a des responsabilités. Parce qu'il y a une gestion là-bas. Non, je n'en suis même pas aujourd'hui le principal animateur. Il y a une gouvernance à Renouveau TV. Il y a une gouvernance dans vos domiciles respectifs. Il y a une gouvernance au niveau de mon cabinet. Voilà. Bien. Extension trop délatée. Cela dit, il y a un mauvais procès que l'on fait au mouvement démocratique. Je commence par dire d'abord qu'il n'y a pas plusieurs alternatives à la démocratie. Il y a la démocratie, il y a la dictature, il y a le populisme. Et tout le monde s'entend pour dire que la démocratie, c'est le meilleur système. Nous nous sommes battus pour cela. Aujourd'hui, on fait un procès au mouvement démocratique. Je voudrais rappeler que le mouvement démocratique a exercé le pouvoir au Mali du 26 mars 1991, je crois, au 2 juin 1992, le jour où un candidat a été élu au sortir des élections. Ce candidat a pris en charge l'État avec son parti, et la gestion qui en est résultée n'est pas la gestion du mouvement démocratique. La preuve, c'est que on ne me contestera pas la qualité d'être un acteur du mouvement démocratique. J'étais le principal opposant à ce pouvoir. À l'époque, j'étais le chef de l'opposition parlementaire. Après les PSPCR. Pardon? Après les PSPCR. Après ce que vous avez dit. Je n'ai pas accepté d'être dans les PSPR. Quand on a amené les PSPR pour signer et être dans le gouvernement, vous faites bien de le rappeler aussi. Nous avons dit, nous ne signerons pas, nous n'irons pas au gouvernement, nous restons dans l'opposition parce que c'est ce qui est bien pour la démocratie. C'était les premiers pas de la démocratie au Mali. Il fallait avoir la force et la foi de renoncer au gouvernement pour aller dans l'opposition. Nous y sommes allés. Cette gestion ne peut pas m'être imputée. Donc ce n'était pas la gestion du mouvement démocratique. Ce fut la gestion du parti Adéman en ces temps. Ce qu'il y a comme mauvaise chose, c'est l'Adéman.
ce qu'il y a comme bonne chose, c'est la démence, ce n'est pas le mouvement démocratique. Donc il faudrait que les Maliens comprennent, ceci n'est pas qu'une nuance, hein. C'est fondamental. Après le 2 juin 1992, tout ce qui s'est passé dans ces pays, en bien ou en mal, ne peut être imputé ni à la démocratie, ni au mouvement démocratique, mais à la gestion des hommes et des femmes qui appartenaient à telle ou telle sphère. Moi-même, à travers le parti, puis personnellement, j'ai pris part à cette gouvernance à certains moments. J'ai été dans l'opposition pendant longtemps, j'ai participé pendant un moment aussi à la gestion des affaires publiques et j'ai dit, l'honnêteté me commande d'assumer ma part. Toute ma part, mais rien que ma part. Nous avons participé à la gestion gouvernementale, nous n'avons jamais été au pouvoir. Jamais été président de la République, ni Premier ministre, ni président d'institution dans ces pays. Ni avoir une masse critique de ministères à gérer au même moment. Mais même si on avait eu qu'un demi-ministère, nous allons assumer notre responsabilité pour ce que nous avons fait pendant ce temps et en ce lieu. Moi, je tiens à ma question. J'ai une question qui rejoint un peu celle, excusez-moi, tu auras la parole tout à l'heure, qui va rejoindre un peu celle de Keïta. Maître Moutagatal, est-ce que l'état actuel du Mali que vous décriez tant n'est pas finalement le dénouement d'une succession de crises, de mauvaises gouvernances, de négligences accumulées dont vous, hommes politiques, êtes responsables, tous sans exception? On ne peut pas dire que tous les hommes politiques sont comptables d'une situation donnée. Ce n'est pas possible. C'est la meilleure façon de vouloir noyer les poissons et noyer les responsabilités. Chacun a posé un acte, soit individuel, soit collectivement, dans le cadre d'une entité donnée. Et on doit pouvoir indexer chacun, que chacun se justifie sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, un des mots les plus fondamentaux dans notre pays, c'est la corruption. Mais je ne peux pas m'être engagé pendant près de 30 ans dans la vie publique en pouvant dire, voilà, je lève la main droite, si quelqu'un peut venir me dire, tu n'as jamais touché à un sou de l'État, je quitte la politique. Et qu'on vient me dire que la corruption, on partage les... Non, ça ne marche pas. Non, il faut aller chercher les corrompus. Acte est fait à l'appui. Donc cette sorte de responsabilisation collective-là, elle ne marche pas. On a commis des fautes. On a des parts de responsabilité, mais il faut savoir serrer les responsabilités, les personnes, et ne pas rentrer dans ce fourre-tout qui, in fine, exonère tout le monde. Mais monsieur, je tiens à ma question. Excusez-moi, comme on était dans cette question. Oui, d'emblée d'abord à la parole, on vous le donne tout de suite. D'accord, Maître Tall, moi je tiens beaucoup à ma question. En réalité, on a parlé de beaucoup de problèmes. Vous avez parlé de l'éducation, des problèmes de sécurité, mais en réalité, tous les hommes politiques aujourd'hui, quand vous les écoutez, disent bon, il faut un dialogue franc, il faut que les Maliens se retrouvent, il faut ceci, il faut cela, il n'y a plus de pays. Mais les pistes, quelles sont les pistes de sortie aujourd'hui? Bien. Franchement. Parce que effectivement, vous avez raison, le temps est en train de passer. Nous sommes en train de faire de l'histoire. Nous sommes en train de parler des petits problèmes politiques. Or, la nation malienne est en péril. Ça, c'est un fait, c'est un constat. Maintenant, comment en sortir? Vous savez, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de gouvernance. Il n'y a pas de réussite dans l'action publique s'il n'y a pas au minimum 2 ou 3 choses. Il faut une vision politique très claire. Voilà ce que je veux. Voilà là où je veux vous conduire. Ensuite, il faut une volonté politique de faire pour y arriver. Mais dans un pays comme le nôtre, où les ressources financières, matérielles sont plus que rares, il faudrait aussi travailler sur le capital humain et dans ce cas précis, rassembler le grand nombre. Et c'est ce qui est notre problème aujourd'hui. Nous avons parlé des multiples crises. J'ai parlé du front social. On ne peut pas avancer quand il y a autant de journées
de travail perdu par les grèves. Pourquoi y a-t-il des grèves? Certainement plusieurs raisons. Mais la constante pour toutes ces grèves, on entend dire, première revendication, les engagements antérieurement pris n'ont pas été respectés. C'est souvent ressorti quand même. C'est souvent ressorti. C'est un vrai problème. J'en arrive à l'éducation. J'ai toujours dit que pour moi, le meilleur des investissements qu'on puisse faire et le plus productif des investissements, c'est celui que l'on fait dans l'éducation. Alors, hier, le savoir n'était pas forcément lié au fait d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, et encore plus demain, c'est l'école qui va déterminer tout le reste. Mais on n'a plus d'école dans ce pays. Et la polémique vaine entre l'État et les syndicats d'enseignants me semble être surréaliste. Au moment de régler des problèmes vitaux, au moment où nous allons vers une année blanche, on est dans la polémique vaine. Donc, il faut savoir discuter, négocier avec les syndicats. J'ai dit tout à l'heure que j'ai fait des bilans. Et dans ces bilans, j'ai dit que j'ai eu à gérer 2 ministères très sensibles avec quasiment 0 grève. Parce qu'on a parlé. On a parlé. Il y a cette corruption qui gangrène tout, qui rend vain toutes les initiatives et qui démoralise le plus zélé des Maliens. Alors, il faudrait aussi là trouver des remèdes. Et quand vous dites qu'est-ce que je propose, prenons par exemple le cas de la corruption. Pour vaincre la corruption, les slogans ne suffiront jamais. Il y a beaucoup de structures quand même de lutte contre. Il y a beaucoup de structures, mais d'abord, comme je l'ai dit, il faut une volonté politique claire de lutter contre la corruption. Vraiment, inébranlable, forte, ferme. Ensuite, il faut que ces multiples organes de contrôle soient rationalisés et qu'ils soient efficaces dans ce qu'ils font, indépendants dans leur approche des choses. Et troisièmement, lorsque des faits sont décelés, il faut qu'il y ait une justice qui suive le tempo. Sans ces 3 conditions, vouloir lutter contre la corruption sera un vain mot. Mais en plus de tout cela, je suis de ceux qui disent que les besoins n'ont pas de limite. Mais il faut quand même veiller aussi au confort de ceux qui produisent la richesse. Dans tout ça, le clou, l'insécurité alors. Alors, vous touchez à ce qui est primordial aujourd'hui parce qu'on ne peut rien réaliser quand il n'y a pas la sécurité. Les plus indulgents sur ce qui se passe aujourd'hui au Mali disent que la situation sécuritaire est critique. Ah bon? Les plus indulgents. Ok. L'observateur indépendant qui s'est exprimé ces jours-ci en termes diplomatiques s'est inquiété de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Hier, quand on parlait de sécurité, on parlait du Nord. Puis on a commencé à parler du centre. Et l'insécurité a pris le chemin du Sahel occidental. Il ne frappe pas au cœur, à la porte de Bamako, il est au cœur de Bamako aujourd'hui. Où personne ne sait, en se couchant, si demain il va se réveiller, sans effraction, sa porte. Alors, par rapport à ça, que faire aussi? Que faire? Il s'agit surtout de travailler à ce que les différentes lois de programmation militaire ou sécuritaire soient appliquées réellement. Réellement sur le terrain. Mais aussi, là aussi, il y a la question des hommes. Mon cher Antoine, pensez-vous que des militaires loyaux à l'État, qui ont vu leurs camarades tomber, vont accepter de bon cœur que ceux qui hier ont déserté reviennent avec des avantages tels qu'on considérait qu'ils n'ont jamais déserté?
La pire des choses qui puissent advenir dans une armée... On a mis ça dans le panier de la réconciliation. J'arrive à ça. Ce n'est pas la désertion. Pire que la désertion, il ne faudrait pas tirer sur son camarade d'armes. Mais quand on le fait, quelqu'un de responsable, dans un pays à la situation délicate comme la nôtre, ne peut pas refuser le mécanisme des DDR. Mais aller jusqu'à considérer que le temps d'absence n'est pas un problème pour une promotion, c'est heurter les autres. Or, il ne faut jamais, en voulant réconcilier, créer des problèmes, faire en sorte que le remède soit pire que le mal. Ça, c'est, je pense, des jalons qui ont été posés depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, qui a été signé pendant que vous cheminiez encore avec le pouvoir actuel. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord, de son application? Alors, je voudrais être très précis. Je n'ai pas remis en cause l'accord, mais son application me pose des problèmes. Mais quand vous dites ça a été signé quand j'étais au gouvernement... Et pas au gouvernement, je dis quand vous cheminiez avec le pouvoir actuel. Pire que ça, j'étais au gouvernement. Ah bon, peut-être. Voilà. C'est pourquoi. J'étais membre du gouvernement. Ah, c'est pire. Être au gouvernement, c'est pire que ça. Pourquoi pire? Pire que ça, parce qu'en ce moment, la responsabilité devient plus éminente. Ah bon? Aussi simple que ça. Mais c'est sûr que ce document n'a jamais été discuté en Conseil des ministres. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Ce document n'a jamais été discuté en Conseil des ministres. Et là, c'est tout dire sur notre gouvernance. Maître Muntagatal, en tant qu'avocat, une question qui me trottine la tête depuis un certain moment, est-ce qu'il existe aujourd'hui au Mali des dispositions juridiques qui, une fois activées, peuvent amener le peuple malien à demander la démission du chef de l'État pour non-tenue de non-respect des promesses électorales, pour mensonges et autres, par exemple? Est-ce que ces dispositions existent-elles? Il n'y a pas une disposition expresse introduisant le pouvoir révocatoire dans notre constitution, c'est le chef de l'État. Nous avons un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, c'est selon, qui se trouve à la lisière du régime parlementaire et du régime présidentiel. Dans ce type de régime, le président de la République n'est pas soumis au contrôle politique de l'Assemblée. C'est le Premier ministre et son gouvernement qui sont contrôlés par l'Assemblée, mais pas le président de la République. Ce qui pose d'ailleurs le problème, c'est le rattachement d'un certain nombre de services qui doivent être contrôlés à la présidence de la République. Et c'est le cas. Donc on rattache des services qui doivent être contrôlés à une institution qui échappe à tout contrôle. Voilà des choses dont nous devrons parler au cours de cette fameuse révision constitutionnelle qui est dans les pipes. Vous parlez de problème. Il y a ce problème de relecture des textes. Ce problème de l'approfondissement de la décentralisation dans notre pays. Ce fameux comité consultatif, comité national de... Je n'ai pas nommé ça. Okay. La dénomination exacte. Voilà, la dénomination exacte. Mais rien de tout cela, malheureusement, ne se fait de façon inclusive. C'est comme s'il y a une fuite en avant. Vous ne pouvez pas, choisir des techniciens de bon niveau, je ne conteste pas leur niveau, pour leur dire, allez-y réfléchir sur le Mali politique institutionnel de demain. Non. On leur dit, après une concertation venue de la base, voici les matériaux, allez-y mettre tout cela en forme. Si on ne le fait pas, on n'aura tiré aucune leçon de la révision avortée de 2017. S'agissant de la décentralisation, on est allé à marche forcée vers les concertations régionales, alors qu'il n'y avait pas eu de concertation communale, il n'y avait pas eu de concertation au niveau des cercles,
pour nous retrouver aujourd'hui avec des documents qui dorment dans le fond des tiroirs parce qu'on ne peut en faire aucun usage. On ne peut en faire aucun usage. C'est la même chose pour les élections que l'on programme. Il faudrait bien que nous fassions des élections. On ne peut pas rester dans cette situation. Mais la gouvernance électorale actuelle, les textes sur les élections aujourd'hui au Mali, qui peut dire de bonne foi qu'on peut aller vers de nouvelles élections au sortir desquelles ceux qui ont perdu féliciteront ceux qui ont gagné avec des textes qui n'ont aucune consistance et qui ont montré leurs limites. Parlant des élections, maître... Pareil pour les délais fixés. Oui. On fixe les délais, puis ensuite on se met à 4 pour y rentrer. C'est ce qu'il faut faire. Quelles sont les tâches à accomplir en fonction desquelles on fixe un délai. Bon, sinon, on ira directement à la réponse. Quand vous parlez des élections, Keïta, vous aurez la parole tout à l'heure. Oui, le président, le chef de file de l'opposition a voulu rencontrer coûte et coûte le président de la République en personne. Il a refusé quand le président a demandé à ce qu'il prenne langue avec son premier ministre. Et c'est ce qui est fait. Vous, en tant qu'homme politique, quelle lecture faites-vous de la rencontre entre Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta? Vous savez, je préfère dire entre le président de la République et les chefs de file de l'opposition, lorsque le président d'une République accepte de parler avec ceux qui ont tourné leurs armes contre leur pays, accepte de parler avec ceux qui piétinent les drapeaux nationaux, accepte de parler avec ceux qui ont essayé de créer une sécession, moi je salue la hauteur de vue. Je dis, mais c'est très bien. Nous sommes des Maliens. Même les guerres les plus atroces, c'est autour d'une table. Je salue toutes les parties. Mais là où je commence à avoir un problème, c'est quand le même dit, il ne discute pas avec mon opposition politique. Il faut continuer à avoir de la hauteur, à discuter avec tous. Un président de la République qui sort de son palais un jour pour aller rencontrer le mendiant qui rôde autour des ronds-points, il s'agrandit. Ça ne va pas leur appétir. Absolument pas. Donc, parler avec son opposition est un impératif démocratique, est un impératif républicain. Il faudrait que ce genre de coups de fil et que ce genre de rencontres cesse d'être un scoop. Il faut que ça rentre dans la nature des choses. Mais justement, Soumaïla Cissé avait contesté la réélection du président Ibeka, il l'a rencontré. Ça veut dire, selon vous, qu'il reconnaît finalement qu'Ibrahim Boubacar Keïta est le président du Mali. Il ne contestera plus. Si on doit poser des préalables avant d'aller vers des rencontres, il n'y aura jamais de rencontres. Quand les conclusions doivent précéder le principe même de la rencontre, il n'y aura jamais de rencontre. Il faudrait que chacun se mette à une bonne hauteur. Le Mali est dans une situation dans laquelle il ne peut pas rester. En aucun cas. Peut-être que vous ne voyez pas la délicatesse et la difficulté de la situation. Il nous faut en sortir. Nous avons atteint le fond. Ne creusons pas le fond. Que des mécanismes de discussion puissent s'instaurer ici et là, c'est tant mieux. Qu'est-ce qui va en sortir? Keïta qui attend depuis longtemps, on lui donne d'abord la parole, on vient à vous. Keïta, allez-y. Maître, vous avez évoqué les difficultés qu'il y a à respecter les calendriers électoraux, vous venez d'en parler. On risque d'empiéter sur le temps, alors que l'institution parlementaire, aujourd'hui, n'a que 6 mois de vie qui vont atteindre le terme, je pense, en juin prochain. Où est-ce que vous voyez la solution? Est-ce qu'il faut prolonger encore le mandat du Parlement comme on l'a déjà fait? Et qu'est-ce que vous pensez déjà de la première prorogation? Surtout pas comme on l'a déjà fait, parce que la première prorogation a violé tous les textes de la République. D'abord, voilà une Cour constitutionnelle qui dit dans un premier temps ça ne peut pas marcher. Alors que rien n'a changé, qui dit d'accord, allez-y, mais faites-le de telle ou telle façon. Cette façon de faire n'est pas prévue par nos textes, alors que dans nos textes, il y a des façons de faire. Il y a une loi organique sur le remplacement des députés. Il s'agit simplement de lire cette loi, de s'en inspirer, et on voit la solution tout de suite. Parce que mieux vaut avoir une assemblée bancale que de voir un président de la République gouverner par ordonnance.
Mais tout cela peut être convenu quand les principaux intéressés ont la sagesse de s'asseoir pour parler. Mais quand il n'y a pas de dialogue, vous savez, il y a un monsieur que je respecte beaucoup qui m'a dit il y a 20 ans, tu sais, Muntaga, la politique, c'est l'art de gérer les désaccords. Il faut gérer les désaccords. Et pour cela, ça ne se passe pas par boutade. Ça ne se passe pas par boutade. Il y a des procédures. C'est aussi l'art de parvenir à un accord aussi. L'art de parvenir à un accord, c'est gérer les désaccords. Exactement. Donc nous disons à peu près la même chose. Nous disons à peu près la même chose. Mais s'il faut coûte que coûte vaincre, piétiner, tricher, voler, ça ne marche pas. Une petite question. Antoine. Maître Tal, aujourd'hui, c'est à la mode, on parle de dialogue social, il faut qu'on se retrouve. En réalité, est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que les Maliens se retrouvent? Parce qu'on dit il faut qu'on se retrouve, que les Maliens se parlent, mais en réalité, ça, c'est les paroles. Comment est-ce qu'on va se rencontrer? Comment est-ce que les Maliens vont s'asseoir pour dialoguer? Est-ce que vous connaissez dans le monde entier une seule nation qui avance dans les conflits interminables et dans la division? Les conditions de rassemblement, parce qu'on en parle tellement que... voilà. Non, j'arrive. Je dis donc, dire que les Maliens doivent se rassembler, c'est relève de l'évidence. Surtout que nous faisons face à un ennemi invisible, mais dangereux. J'ai oublié tout à l'heure, quand j'ai parlé des difficultés de notre pays, des conflits intercommunautaires. On n'a jamais vu des choses pareilles au Mali. Jamais. Le nombre de morts, on renonce désormais à présenter les condoléances parce que ça devient une sorte de comptabilité macabre. Surtout la façon dont les gens sont tués, parce que c'est encore plus atroce. Voilà. Donc, atroce. On n'a pas l'impression que c'est entre nous, Maliens. Mais vous pensez qu'on va régler tout cela? Vous pensez qu'on peut rester, le Mali peut rester dans cette situation? Je ne sais pas comment, mais le Mali doit et le Mali va en sortir. Impérativement, obligatoirement. Sinon, c'est le naufrage collectif. Maître Muntagatal, en parlant des conflits intercommunautaires, justement, je rappelle que vous êtes descendant d'Elhadj Omar Tall, le fondateur de l'Empire Toucouleur. Est-ce que dans ces conflits, dans ce qu'on pourrait appeler conflit Peul-Dogon, est-ce que vous, descendant de ces grands temps, vous avez une solution de sortie? Vous savez, Elhadj Omar, il a fini sa course pour le djihad chez les Dogons, parmi lesquels il y a des alliés, des parents. Vous savez qu'à Bayangara, la chefferie, c'est dans la famille Tall, pays Dogon, par excellence. Mais quand on voit tout cela, quand vous me citez en tant que tel, vous voyez que tout cela procède de considérations autres que sociologiques. Pourquoi en est-on là? Ça ne peut être la sociologie. Qui parmi nous ici n'a pas une épouse, un beau-parent, un petit-fils, un voisin qui soit de l'autre ethnie? Mais moi qui ai été député de Ségou pendant combien de législatures, mais à Ségou, il n'y a pas 10% de Peul. C'est des notions que nous ne connaissions pas. Nous ne devrons pas les vivre et nous devons travailler à en sortir le plus rapidement. Parce que nonobstant tout cela, le Mali est et demeure une nation. On est ébranlé aujourd'hui. On a un certain nombre de difficultés liées, si je prends le Nord, à des considérations plus économiques que sociologiques. Au centre, il y a des gens qui s'activent à aggraver une situation qui n'existe pas. Quand des gens viennent habillés en dozo, ils ne parlent ni Dogon, ni Peul. Ce n'est pas des dozos. Avec des kalash, il y a un problème. Il y a des problèmes. Oui, Keita, rapidement, il nous reste 2 minutes. On va faire un passage, une passerelle vers Elhadj Omar Tall, puisque le monde religieux, comme par hasard, est au cœur de la polémique aujourd'hui. Et vous avez une histoire particulière avec ce monde, pour avoir été, je pense, le premier homme politique à mettre sur la table la reconnaissance des mariages religieux. Et ça a débouché un peu
par le temps sur le code de la famille aujourd'hui. Est-ce que le monde religieux auquel vous avez voulu faire un clin d'œil à l'époque et celui qui vous est revenu à la face aujourd'hui, ce monde qui aujourd'hui s'invective à tour de bras chaque jour, qui dispute aux politiques le moindre espace public, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que... C'est la grande division aussi qu'elle connaît. Et ma pensée, je l'exprimerai par cette sorte de boutade, pour que je dis, mais ce monde religieux, c'est religieux. Aujourd'hui, c'est des Maliens à part entière, c'est des Maliens entièrement à part. Pour moi, ce sont des Maliens à part entière. Vous savez, vous avez parlé du mariage religieux, ce n'est pas que le mariage religieux. J'ai été celui qui a introduit le débat sur la légalisation des fêtes religieuses au Mali. J'en ai déposé la première proposition de loi. Aujourd'hui, beaucoup de ces fêtes, à l'époque, on les a refusées, mais aujourd'hui, beaucoup de ces fêtes sont légalisées. Vous savez, dès lors qu'on considère que les religieux sont des Maliens comme les autres, lorsqu'il y a des revendications, il faut les gérer dans l'esprit avec lequel on gère les revendications des commerçants, des transporteurs, des enseignants, des médecins, comme des citoyens qui ont des préoccupations auxquelles il faut apporter une solution. L'extrémisme religieux, d'où vient-il? Pour moi, il y a 3 terreaux principaux. 1, l'analphabétisme, parce que ceux qui se laissent embarquer, ceux qui se laissent embarquer ne savent pas de quoi il s'agit, premièrement. Deuxièmement, l'extrême pauvreté, parce que les gens, beaucoup viennent pour avoir un peu de pécule. Et troisièmement, le sentiment de n'être pas rempli de tous ces 3. Cette frustration. Mais puisqu'on ne peut pas régler la question de la pauvreté du jour au lendemain, ce qu'on peut faire, c'est prendre en charge tout ce qui peut être fait pour atténuer les frustrations ou même simplement des sentiments de frustration et donner ce que l'on peut donner. D'abord, c'est justice. Ensuite, c'est comme si on soulève le couvercle d'une marmite qui bout. Bon, mais moi, je ne parlais pas d'expression, je ne parle pas, voilà, je parle de politisation, la politisation de cette grande division que ce monde-là connaît. La démission d'un Premier ministre. Non, un peu. Je n'ai pas entendu dire que le Premier ministre doit démissionner pour des considérations politiques. Ils ont dit, dans notre pays, il y a eu un débat qui a été instauré à un moment donné sur l'introduction du mariage, enfin, sur la question même de l'enseignement sexuel complète. Voilà, complète, avec toutes ses répercussions. On dit, nous, musulmans, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous voulons des sanctions. Juste, alors, c'est une frange. Si vous prenez un élément en les détachant des autres, vous dénaturez le débat. Moi, ce que j'ai dit, ceci est une difficulté politique. Comme toutes les autres difficultés politiques, il ne faut jamais traiter les demandes par le mépris ou le silence ou l'invective. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Toujours. D'accord. Et on ne peut pas gouverner sans dialoguer avec toutes les franges de la société. On nous fait signe du côté de la régie que nous avons épuisé notre temps d'antenne. Maître Muntagatal, je sais que les confrères ont d'autres questions à vous poser et j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. C'est tout qu'il en a dévié tellement. Non, merci Maître Muntagatal d'avoir répondu à nos questions. Merci Antoine, merci Keita. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de grand jury qui recevait ce soir Maître Muntagatal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée et à jeudi prochain. Merci à vous.